Chers amis du potager du paresseux, une rapide vidéo avant que ce témoignage qui est à côté de moi ici disparaisse. Je me cache derrière ce magnifique oignon rocambole, donc ces oignons qui forment des petits bulbes ici à la place des inflorescences que font la plupart des oignons tels que vous les voyez ici. Bon, ça c'est un poireau, mais ça c'est des oignons, non, poireau ici aussi, mais il y a des oignons avec la même inflorescence. Alors voilà ce bel oignon rocambole hein, avec ces petits bulbes qui se forment ici, que je vais garder pour la beauté du geste. Hein, ce n'est pas la production d'oignons qui se trouve là-dessus qui est intéressante, mais je trouve cette plante réellement magnifique dans son principe. Pour ceux qui n'auraient pas vu ça dans des vidéos antérieures, je rappelle que le principe de ces oignons, et je vais vous le mimer avec ça, c'est de mettre ces petits oignons là-haut, et puis à un moment donné, le poids de ces oignons-là est trop grand, et ça va chuter, et du coup, ça va s'enraciner 1 mètre ou 3/4 de mètre plus loin. C'est le principe de multiplication de cet oignon, donc qui chaque fois grappille 50 cm. Et comme ça, au cours d'un siècle, on peut imaginer qu'un oignon qui est parti d'ici se retrouve à un siècle, 1 mètre chaque fois à 100 mètres. C'est pas terrible, hein, vous allez me dire. Pensez que la nature calcule en millions d'années, donc on va prendre 1 million d'années. 1 million d'années plus tard, cet oignon sera à 1 million de mètres. Alors 1 million de mètres, c'est quand même 1000 km. Je reviens un tout petit peu sur cette parcelle donc, dans laquelle il y a 4 mois sans doute ou 3 mois, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer que je récoltais de la mâche. Ce que j'ai raté, j'ai laissé monter en graines et maintenant là-dedans, il y a des pieds de mâche qui ne se voient presque plus, mais que je vais quand même récolter de façon séparée de ce que d'aucuns appelleraient des mauvaises herbes et que j'appelle des adventices fort utiles dans mon potager. Donc voilà ces mâches. Hein, donc pour vous donner une idée, je vais ici enlever un pied. Voilà, ça c'est un pied de mâche qui est donc monté en graines. La plupart des graines sont déjà tombées à terre. Donc le semis pour la saison suivante, l'hiver 2019-2020, est déjà fait. Le simple fait d'arracher ça, ce qui reste comme graines là-dedans, je vais aller le secouer sur les pommes de terre. Donc là aussi, pommes de terre que je récolterai par exemple deuxième quinzaine d'août. Et à ce moment-là, j'enlèverai ce qui reste de foin pour ramasser mes pommes de terre et je laisserai à nu automatiquement des mâches et des mauvaises herbes vont pousser. Alors ce système-là, quand on le laisse venir au bout, vous voyez qu'il y a tout plein d'adventices, hein, donc de plantes qui n'ont pas été cultivées, qui s'installent, mais pas de quoi effaroucher un jardinier qui travaille sous couvert, que ce soit couvert de foin ou couvert de paille ou peu importe. Donc qu'est-ce qu'on va faire là et c'est pour ça que je fais vite fait ce film parce que ça va disparaître dans un quart d'heure. Et ce sera comme vous le voyez ici devant moi, où c'était exactement la même chose. Il y avait ces adventices-là qu'on a sommairement arrachés. Hein, donc on passe vite fait, ce n'est pas un gros problème. Vous arrachez, des fois la racine vient comme ici pour cette carotte sauvage. Des fois la racine ne vient pas, ça n'a aucune espèce d'importance on laisse tout sur place et on va recouvrir avec du foin. La seule chose donc que je vais récupérer, ce sont ces pieds de mâche pour récupérer les graines et pour les disséminer sur les pommes de terre. Ensuite, épaisse couche de foin par-dessus et
on plante dedans. Au passage, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Les gens qui découvrent mes vidéos ou lisent mon livre en cours de saison sont un peu catastrophés en disant « Ah oui, mais là on a raté la saison, il faut qu'on attende l'année prochaine ». Pas du tout. Hein. Pour le semis, je ne dirais pas la même chose. Hein. Mais pour ce qui est de planter des plants comme ici devant moi, ces choux brocolis, ou ici devant moi, ces céleris, il n'y a aucun problème à agir en ce moment. Là, on est donc aujourd'hui, fête de la musique, 21 juin, et je vais traiter cette surface. On pourrait la rotofiler. Hein. Là, je vais arracher, mais on pourrait rotofiler aussi et recouvrir de foin. Et dans la journée, enfin dans 1 heure, on va planter, en l'occurrence des choux cabus qui nous restent en terrine, on va planter des plants racines nues dans ce sol tel qu'il sera à ce moment-là. Donc voilà un peu sur le principe. Pour planter, vous pouvez commencer pratiquement n'importe quand, dans la mesure où vous faites des tout petits trous. Et donc si vous tombez sur une racine ou sur une adventice, vous la dégagez et vous mettez le chou à la place. L'affaire est réglée. Pour semer, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Pour semer, il faut mettre le foin en sortie d'hiver de façon à ce qu'ensuite, il n'y ait plus de gazon parce que sinon, on va ouvrir un sillon et les adventices profiteraient de ce sillon. Voilà un tout petit peu. Hein. Donc, le témoignage, ça, un mauvais jardinier, il crierait en disant c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi ce feignant, ce en quoi il me fait un compliment, évidemment, puisque je me définis comme paresseux et que je fais de gros efforts pour progresser dans la paresse. Donc quand les mauvais jardiniers me traitent de paresseux, ils me font en fait un compliment, mais ils ne le savent pas tout à fait. Donc il faut réfléchir un tout petit peu pour arriver à ce genre de conclusion. Donc voilà, ici je vous mettrai quelques gros plans sur des plantes que les uns et les autres, que j'évoque parfois dans mes vidéos, et que les uns et les autres n'identifient pas toujours. Ici c'est l'étron, hein, qui sont donc de l'espèce Soncus, je vous mettrai ça en gros, des plantains, quelques graminées, je ne sais pas laquelle, et puis plein d'autres, mais qui n'ont... là, il y a un géranium carrément, un géranium sauvage. Tout ça n'a aucune importance. Pensez juste que jusque-là, ces plantes ont protégé mon sol, c'est pour ça qu'il est bien meuble, enfin relativement meuble, bien meuble c'est exagéré, mais il est relativement meuble, et surtout, ces plantes ont nourri le système vivant qui se trouve dans mon sol. Donc ils vont être, en se décomposant maintenant, une excellente nourriture pour les organismes vivants du sol, mais avant même de les arracher, il faut savoir que chacune de ces plantes, en particulier par exemple ici le plantain lancéolé, coopérait avec des champignons, coopérait avec des bactéries dans la rhizosphère, c'est-à-dire la zone qui entoure les racines, et donc que ce système a déjà été nourri par la photosynthèse qu'ont fait ces plantes-là. Et là, je vais planter mes choux dans un système qui est à fond la caisse, là. Hein. La température du sol monte, donc on a des températures maintenant qui doivent être de l'ordre d'une vingtaine de degrés. Donc l'activité bactérienne biologique est à son maximum, entretenue, nourrie par ce que d'aucuns appelleraient des mauvaises herbes. Je vais arracher, je vais laisser sur place, ça va se décomposer, nourrir mes organismes qui auront donc une deuxième bonne bouffe, et puis à travers la minéralisation, nourrir les légumes que je vais mettre à la place. Voilà le système du potager du paresseux. Et il ne reste plus qu'à passer à l'œuvre. Je regarde mon épouse. Donc là, vous voyez, oui, un papillon pyrrhide. Hein, donc je rappelle que ça, c'est un mauvais jardinier sortirait à la sulfateuse, hein, puisque c'est un parasite. Va pondre des œufs sans doute sur mes choux, qui risque de ravager mes feuilles, mais je compte sur un nid de frelons qui est là-bas et qu'on n'a pas détruit, frelons qui sont des carnivores et qui viendront probablement, avec un peu de chance, me nettoyer les choux. Au passage, je vous photographierai un gros plan de ces fleurs de plantain. C'est une inflorescence, très exactement, hein, donc un groupement de fleurs, insignifiante, aucune beauté, et pourtant extrêmement mellifère. Vous avez très souvent des abeilles
qui tourne, j'en vois une là-bas, qui tourne autour de ces plantes. Plante mellifère, donc plante qui nourrit bien les abeilles. Et puis un scoop, je ne fais pas trop de bruit, enfin si, je fais beaucoup de bruit, puisque là, juste là derrière moi, c'est terré dans ce tas de bazar là, une couleuvre, un machin, enfin moi je ne l'ai pas vu, c'est mon épouse qui l'a vu, elle m'a raconté, alors une couleuvre comme ça on va dire, épaisse comme ça, que évidemment on va essayer de ne pas déranger. C'est un tout petit peu effrayant, j'ai la phobie des serpents comme beaucoup de gens, alors quand je m'approche de là-bas, je tape des pieds, etc., pour qu'elle se terre dans ce tas de tout et n'importe quoi, de branchages, etc. Au passage, ce bazar-là, c'est officiellement la maison du hérisson que j'ai construite il y a 5-6 ans pour attirer un hérisson qui n'est jamais venu s'installer ici, qui s'est installé là-haut où ça lui plaît. Là-dedans, donc, dans ce coin inhabité, s'est installée une couleuvre. Donc vous voyez comment la nature est parfois très bizarre et n'en fait qu'à sa tête. Le tout, c'est de la respecter parce qu'évidemment, cette couleuvre va chasser ici tous les rongeurs la nuit, j'imagine, je l'imagine en train de se balader et peut-être de chercher mes râteaux-pieds, peut-être de chercher en tout cas des rongeurs de surface. J'espère qu'elle ne déroge pas trop le hérisson qui n'a pas peur d'une couleuvre et que lui, de son côté, il chasse les limaces, bien que ici sur cette partie haute du jardin cette année, on a des attaques qu'on voit là sur les choux qui sont, certains des choux qui sont devant moi, l'un ou l'autre qu'on a d'ailleurs dû remplacer. Et bizarrement, partie basse du potager, traité de la même façon, très très peu de limaces, on ne sait pas pourquoi. Bon, mais je cause, il faut arracher donc ces adventices pour dégager tout ça, récupérer ce qu'il y a de mâche là-dedans. Donc voilà, je tape sur ma chaussure, comme ça je leur enlève la terre. Voilà. Ah, là, il y a encore quelques oignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Ressemble, c'est pas de la Thanésie, mais ça y ressemble. Hop. Ah, là, il y a encore quelques mâches. Donc vous voyez tout ça, ça va assez vite. Pas de quoi s'inquiéter. Ah oui, j'avais dit que je filmerais ce laitron. Alors, je vais vous faire quelques gros plans sur ces plantes. Et puis après, on terminera le travail. On recouvrira avec du foin et on plantera. Alors voilà, je suis un peu craintif, mais voilà l'emplacement donc où normalement séjourne cette couleuvre. Dans ce qui était donc un amas de branchages avec en dessous une espèce de cabane construite aux normes pour notre hérisson et donc a priori squattée par cette couleuvre. Alors ça ne sert à rien que je baisse la voix puisque elle ne m'entend pas, elle perçoit les vibrations. Donc quand je m'approche de la zone, je piétine un peu fortement pour créer des vibrations. Je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, voilà en gros plan ce que ça donne. Donc vous voyez l'état du sol, humide. Bon, il y a eu des orages récemment, mais on aurait arraché là avant ces orages. Le sol était encore largement humide sous ce couvert, même s'il était moins que sous le foin, pour une raison très simple, c'est que toutes ces plantes-là, évidemment, ont besoin d'eau pour leur croissance et consomment une partie des réserves en eau du sol. Donc sous couvert vivant, la réserve en eau du sol est en partie consommée par les adventices qui, comme une culture, épuisent progressivement les réserves. Alors que sous le foin, qui est un matériau inerte, mort, bien entendu, la réserve en eau du sol est mieux conservée. Donc comme je le disais, ce n'est pas friable, hein.
Mais bon, c'est une structure largement suffisante pour planter, comme vous allez le voir dans un instant, des choux, ou je pourrais planter n'importe quoi, des tomates, des céleris, peu importe. J'ai planté dans une allée, enfin ce qui était une allée, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et donc. Mais non, je ne m'assois pas sur la courgette, je sais qu'elle est là. Je ne sais pas si elle est à l'image, je ne crois pas. Mais ces courgettes-là ont été plantées il y a 15 jours, exactement dans les mêmes conditions que ce qu'on vous montre là, c'est-à-dire arracher une partie de cette broussaille, mis du foin dessus et planter ces plants de courgettes. Ah ouais, donc là vous pouvez voir, non il est un peu trop loin, on va essayer de le ramener. Là il s'est enterré, donc il y avait un mille-pattes là qui passait devant la scène. Ce que je voulais montrer en fait ici, ce sont toutes ces graines de mâche qui sont par terre. Il y a là-dedans aussi des graines de mauvaises herbes, il y a des bestioles de toutes sortes et de toute nature. Ne me demandez pas ce que c'est. Là, il y a un cloporte, etc., etc., une araignée. Donc, la vie ordinaire. Là encore, des cloportes, des fourmis sans doute, pas mal de fourmis. Donc, la vie ordinaire dans un sol ou au-dessus d'un sol, plus exactement pour être précis, qu'on respecte. Tous ces organismes ont un rôle, des fois négatif pour le jardinier, mais utile pour la nature. Ils ont leur place dans ce que j'appelle le système, comme le mille-pattes qu'on vient de voir s'enterrer, qui va grouiller ces matières organiques. Et surtout ce qu'on va enterrer là sous le foin, une bonne partie de ces organismes vont être très très heureux, bien plus heureux que si j'avais passé un coup de motoculteur. Donc on va continuer notre travail et on a presque fini, la moitié, en quelques minutes. Bon ben, une heure plus tard, la technique évidemment m'a joué un petit tour, la carte était trop vite pleine et donc je n'ai pas pu capter la fin de ce nettoyage, mais vous imaginez que j'ai fini d'arracher ces adventices donc au premier plan, j'ai arraché ces plants de poireaux qui étaient là donc depuis l'automne dernier, et qui, s'agissant d'une plante bisannuelle, ont évidemment pris donc le parti de fleurir. Alors normalement, lorsque je n'ai pas besoin de la place, j'en ai ailleurs, je laisse toujours ces légumes perdus pour moi, je les laisse monter en graines parce que ce n'est pas perdu pour tout le monde. Certains, donc les fleurs sont extrêmement attractives pour les butineurs. Et donc, quand ce n'est pas en plein milieu de la scène, comme ici où j'ai maintenant besoin de la place, je laisse faire. Là, donc, j'ai arraché. Tout ça, ça traîne là-dessus. Je vais vous faire un gros plan donc, à l'instant. Ça a séché un tout petit peu parce qu'il y a un soleil assez intense aujourd'hui, même s'il y a des nuages. Donc tout ça, je le répète, va rester ici en dessous. Je vais mettre un peu de foin dessus. Et je ne sais pas si j'aurai le temps là aujourd'hui de planter, mais très rapidement je vais planter et vous aurez exactement ce qu'il y a autour de moi, ici devant, des courgettes, là-bas des choux brocolis, devant des choux cabus, en partie attaqués par des limaces, derrière moi des bêtes, des scaroles, etc. Je vais vous filmer quelques petits trucs pour voir, comme ça vous pourrez vous projeter
Et vous pourrez voir comment un tel système peut évoluer de façon tout à fait correcte. Voilà donc ce chou cabu qui a beaucoup souffert hein, sur l'extérieur. Là vous voyez des limaces. Je pense que la situation est maintenant contrôlée. On en a ramassé un certain nombre. Je pense que les prédateurs commencent aussi à s'en occuper. Et donc là, comme vous pouvez le voir, hein, dans ces trous, quelques adventices profitent de la petite fenêtre de lumière, ici du plantain. Ici, alors le plantain n'était pas trop gênant. Un peu plus agaçant ici le liseron. Hein, j'ai pas mal de liserons à cet endroit. Et donc, bien que j'arrache depuis 2 ou 3 ans, qu'on a mis ici en culture, c'était de la prairie avant, j'ai encore ces petites repousses. Je vais vous en montrer une, je vais essayer de l'arracher par en dessous. Voilà. Et donc ces petites repousses de liseron que j'appelle du liseron bonsaïsé, à force de l'arracher, il n'a pas le temps de recharger ses rhizomes et il devient de plus en plus ridicule puisque ses réserves s'épuisent. Alors là, on voit encore des baves de limaces, traces sans doute d'une activité relativement récente, peut-être une limace qu'on n'a pas encore éradiquée. Je vais oui, j'allais dire, je vais à tout hasard soulever le foin, c'est comme ça que je chasse la plupart de mes limaces. Et croyez-moi, je n'ai pas préparé cette scène. Voilà ce que j'appelle les grosses vaches, hein, donc ces grosses limaces oranges que j'ai en grande quantité ici sur la partie haute du potager et donc qui ne prennent pas la précaution d'aller se planquer bien loin. Il suffit en général de soulever le foin, aller dans la partie humide ici et on les trouve vautrés. Donc de temps en temps dans la journée, faire un tour là où ça a bougé. Si on a une bonne mémoire, on se souvient de quel était l'état de ces plants la veille et on peut soupçonner donc que quelques limaces sont planquées à proximité. Je referme, hein, puisque donc regardez bien, la partie qui est exposée ici est sèche au moins en surface. La partie qui est recouverte de foin ici est parfaitement humide. Donc refermez toujours le plus possible. En plus, ça évitera que les adventices profitent de cette percée de lumière. Et cette limace, je vais aller la couper en petits morceaux. Voilà. Alors planté dans les mêmes conditions, hein, ce pied d'aubergine, qui est une production maison, faite un peu tard, même très tard, mais qui va, je pense, rattraper le temps perdu. Là, on voit des phénomènes assez habituels. Première feuille un peu vert jaunâtre, qui, au moment de la transplantation, montre que le plant souffre. Il n'est pas bien enraciné, il n'a pas réussi encore à installer tout le système vivant autour de lui. Par contre, les nouvelles feuilles sont plus sombres, voire plus vert bleuâtre, signe que là, ça y est, ce plant est installé et qu'il va, à mon avis, se développer assez rapidement, sauf bien sûr si les râteaux-pieds lui siphonnent les racines par en dessous. Donc, pour ceux qui découvrent cette façon de faire, ne pas se laisser surprendre par le fait que pendant 8-15 jours, cela végète un peu, c'est normal. C'est le temps que la plante réinstalle ses racines, développe son système racinaire et établisse le contact avec les champignons du sol, avec les bactéries du sol et installe tout ce qu'on appelle la rhizosphère. C'est particulièrement, spectaculaire et difficile avec les poivrons. Je vais vous montrer ça. Alors voilà ici donc un poivron, pareil, production maison de plants, trop tard hein, cette année pour diverses raisons, parce que j'étais sur les routes, parce qu'à un moment donné j'étais un peu fatigué, tout ça.
j'ai pas fait les plans à temps dans les châssis, à peu près tout ce qu'il y avait dans les châssis a foiré. Et donc on a fait une deuxième vague de plans, ça devait déjà être vers début mai, qui sont donc légèrement en retard. Là vous voyez que le poireau est vraiment délicat au niveau de son rétablissement racinaire. Si on ne le met pas sous perf, il faut être patient, voire très patient, le temps qu'il installe ses connexions. N'arroser ne servirait strictement à rien, bien au contraire, hein, ça va éventuellement lui priver ses racines d'oxygène et créer des difficultés supplémentaires à son installation. Tant qu'il n'y a pas de flétrissement carabiné, surtout ne rien faire. Et même s'il y a du flétrissement, ce n'est pas nécessairement l'arrosage qui va sauver, c'est que son système racinaire est perturbé et il vaut mieux des fois lui serrer le kiki. Donc voilà ici ce plan de courgettes bien installé, hein. Là, un petit liseron qu'on va arracher pour le diminuer. Mais en tout cas, on peut voir que la terre est meuble et humide, donc que tout va bien. J'ai oublié de le préciser, mais la plupart, il y a une galerie de râteaux-pieds par là, qui pour l'instant ne s'en est pas pris à la courgette. Donc j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, tout ça n'a pas été arrosé. Bon ben, suite des événements, donc comme dit, cette couche d'adventices arrachées, même si elles étaient assez avancées, est quand même une matière fraîche, qui est verte, dont la majorité va se décomposer relativement vite, hein, toutes ces feuilles, même s'il y a quelques tiges qui sont déjà un peu plus fibreuses. En tout cas, pour l'essentiel, n'oubliez jamais qu'il s'agit de flotte, hein, 90-95% de flotte. Donc si je laisse sécher la couche que j'ai mise là, cela représentera très très peu de choses. En tout cas, passe une couverture suffisante pour que les adventices soient bloqués jusqu'à l'approche de la récolte de ce que je vais mettre là, donc des choux cabus. Donc je vais rajouter du foin que j'ai pris sur un rouleau qui n'est pas loin, juste à l'entrée ici du potager. Alors, une fois que c'est étriqué comme ça au printemps, évidemment, je ne peux plus manœuvrer mes rouleaux et je suis obligé de feuner. Hein, je ne sais pas pourquoi on dit pailler, on ne dit pas feuner. Donc le foin, on faine avec du foin. On va inventer ce mot. Le français est une langue vivante, donc il n'y a aucune raison qu'on n'invente pas des nouveaux mots adaptés à ce que l'on fait. Donc je suis en train de feuner à la fourche, donc avec du foin que j'ai rapporté depuis plus haut, à défaut de pouvoir circuler ici avec mon rouleau. Donc une bonne couche moins importante que si je travaillais sur un sol vide, par exemple une prairie que j'aurais tondue juste avant, mais quand même une petite couche de foin assez régulière. J'essaye de voir là qu'il va y avoir un trou, là aussi. Voilà, donc avec ma fourche, j'arrange tout ça. Hop, je tape un peu dessus, histoire d'y voir clair où est-ce qu'il y en a assez, où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Voilà, là il y en a un peu trop. Ah, ça y est. Voilà. J'arrive pas à défaire ce petit paquet là. Voilà. Ok. Et on va considérer qu'à défaut d'être parfait, tout ça est pas mal du tout. Donc on va laisser ça comme ça. Il est midi. J'ai soif, j'ai chaud. Donc d'abord, se remettre en forme. Et puis peut-être ce soir, peut-être pas ce soir parce que j'ai des visiteurs. Demain matin, alors au frais, je planterai et je terminerai cette vidéo.
sort les feuilles de courgettes qui auraient pu être enterrées sous le foin. Voilà. Voilà, en toute modestie, permettez-moi de conclure que tout ça est absolument excellent. Et prochaine étape, sous peu. Voilà, donc vous retrouvez, je pense, l'endroit nettoyé hier. Les adventices qui avaient poussé se trouvent sous ce foin. Donc hier, j'ai mis une couche de foin pour que l'épaisseur soit suffisante pour contrôler les repousses d'adventices jusqu'au développement complet des choux que je vais installer ici. Là-bas traînent les déchets organiques ménagers, donc le seau que j'ai balancé hier avec des fans de radis, du marc de café, épluchures de citron, épluchures de banane, épluchures de pommes. Ma femme fait une espèce de mélange de fruits pour son petit déjeuner et ce qui nous vaut ces épluchures. Donc tout ça, c'est très bien ici en surface, ça va se dessécher. J'aurais dû le filmer, mais ce matin, j'ai encore observé quelque chose que j'ai observé déjà plusieurs fois, c'est que quand elles ont le choix, les grosses limaces oranges, qui sont celles que j'ai le plus ici sur ce site, ces grosses limaces oranges préfèrent les déchets organiques ou les mauvaises herbes qui sont en train de se faner plutôt que les plants de légumes. Par contre, ils préfèrent les plants de légumes au foin. J'en ai jamais vu manger du foin, je les ai toujours observés en train de circuler sur le foin, mais ce matin, j'ai vu très exactement une limace orange passer à côté d'un plant de choux pour aller vers des laitues fanées que j'avais arrachées là il y a 2 jours et qui traînaient en surface. Donc finalement, je me dis que dans mon système à moi, avec cette pression essentiellement de limaces oranges, c'est pas plus mal d'avoir toujours des déchets en surface. Particulièrement, j'ai quand même remarqué, les déchets de plantes à latex dont font partie les laitues, donc quand on casse cette espèce de lait qui se dégage. J'ai déjà évoqué ça, je crois, dans une vidéo, que je soupçonne ces limaces de se shooter à un alcaloïde qui se produit lorsque ce latex se dessèche. Revenons à nos choux. Donc ici, des choux produits moi-même, un peu denses dans cette terrine et un peu pâles. Un peu dense, ça c'est le coup de main au niveau du semis. Là, c'est exagéré, donc du coup, ils sont un peu serrés. La pâleur, je ne cesse d'utiliser des terreaux spéciaux semis achetés dans des jardineries, puisque je ne fais pas de compost, donc je n'ai pas de terreau et c'est un problème. La paresse a ses limites, et je ne cesse de constater que ces terreaux nourrissent mal mes plants. Ils sont conçus pour être utilisés chez les horticulteurs sur ce qui s'appelle des tables à marée, des grandes tables horizontales sur lesquelles on apporte de l'eau et des solutions nutritives par le bas. Et puis, une fois que le terreau est humide, l'eau se retire. C'est un système automatique de pompage. Et en fait, donc, ces plants produits chez les professionnels, en tout cas ceux qu'on trouve conventionnellement dans les jardineries, sont perfusés par de l'engrais et par conséquent, ils n'ont pas ce problème que j'ai pour ma part.
Alors on va l'utiliser, ce qu'on a. Hein, plantoir, puisque ce sont des plants racines nues. Et je vais planter là-dedans, profitant de cette courte période de pluie. À partir de demain, on devrait passer en mode canicule. On verra comment ça se passe. Mon objectif est de ne pas arroser. Maintenant, sur des plants racines nues qui vont se farcir une canicule, je ne sais pas. J'observerai. S'ils flétrissent trop au point de se dessécher, je risque de les arroser. Par chance, les citernes se sont quasiment re-remplies aujourd'hui. Voilà, alors je vais donc sortir les plus beaux plants, les tout petits chétifs rikiki, on va les laisser puisqu'on a de trop. Pour éviter de casser les tiges, je me mets tout simplement du transplantoir pour soulever un peu. J'émiette et puis ensuite je prends un plant en l'abîmant le moins possible. Ridiculement petit, mais on va lui laisser sa chance, pas de problème. A priori, hein. On verra en fin de saison. Pour l'instant, je décrète que ce n'est pas un problème. Voilà donc des plants un peu tordus aussi, mais là non plus, ça ne me pose pas de gros problèmes. Donc pour planter, j'ai déjà fait l'une ou l'autre vidéo. Hein. Donc très simplement, là s'agissant de plants racines nues, je fais un trou, je mets dedans et je borne. Voilà, je le redresse un peu. Alors ça, j'ai des choux comme ça, choux cabus, je ne me souviens plus la variété, on va dire 40 à 50 d'écartement, plutôt 50, sauf si c'est le Quintal d'Alsace, le chou à choucroute alsacien qui devient tellement géant qu'on peut le planter encore plus large. Voilà, je borne et l'affaire est réglée. Hop. Le sol est un peu dur, hein, comme ça ne vous surprend pas, vu comme je l'ai préparé, mais je vous rappelle que ça ne pose aucun problème aux plantes. Les plantes poussent, ça pose plutôt un problème à mon épaule. Mais ça, c'est notre paire de manches. Donc, je vais continuer ça. Vous n'avez pas besoin de passer une demi-heure à la télé, devant votre vidéo plutôt, à me voir peiner à planter ces choux. Puis, on jettera un coup d'œil. Oula, il est tombé trop profond, il faut que j'aille le repêcher. Voilà. Et je le borne. Ils sont un tout petit peu plantés en profondeur, mais c'est justement ce qui va peut-être leur permettre de se développer à travers la période chaude et sèche qui va nous attendre. Ils sont un peu planqués là. Ah, je ne vous ai pas fait remarquer, donc comme il a quand même raisonnablement plu, c'est pas une inondation, mais il avait déjà plu il y a quelques jours. Là, je circule sur des planches pour ne pas faire trop de dégâts, hein, donc ne pas trop compacter un sol qui est mouillé et qui, à ce moment-là, est susceptible de s'humidifier, de se tasser. Ce qui voudrait dire qu'en séchant ensuite, ils deviennent durs comme du béton, un peu comme si on fabriquait des briques en terre séchée. J'ai ventilé un tout petit peu ces déchets organiques pour voir si des fois il n'y avait pas de limaces qui se cachaient dessous. A priori, non. Donc voilà, on va rester là pour cet exercice. Je vais terminer mon boulot. Quelques rangées là. Une, deux, trois. Oui, trois rangées. Je vais rejoindre les céleris qui sont là-bas. Je vais laisser donc ce magnifique oignon rocambole.
Et puis on va voir comment ça va cohabiter avec les courgettes qui, elles, pour l'instant, se développent très très bien. Très très belles ces courgettes. Elles vont entrer en floraison très prochainement. Et donc ensuite la production va suivre. Et je sens déjà que je vais être gavé de courgettes. Mais alors gavé. Bon, on va faire une petite conclusion puisqu'il faut toujours conclure. Devant ces boutures de ficus qui, si je vis suffisamment longtemps, un jour seront des bonsaïs, parce que de temps en temps je m'amuse aussi à faire des bonsaïs. Et cet arbre dont je ne me souviens plus le nom, mais un arbre à miel, c'est un arbre extrêmement mellifère que m'a offert un jeune homme sur le marché aux plantes de Saint-Ursis, où j'ai été faire une conférence dans le Tarn-et-Garonne au mois de mai. Donc si jamais il regarde la vidéo, ce plan est en bon état. Il a bien supporté le retour via Toulouse, Pibrac, Nice, etc. Et donc je l'ai mis là pour qu'il prenne et se développe, s'enracine, et puis je le transplanterai quelque part dans ma haie, et côté nord ici. Oui, conclusion, disais-je, j'espère que donc à travers cette vidéo se clarifie un peu. Je n'ai pas été assez clair visiblement parce qu'on ne cesse de me poser la question. Les gens découvrent donc les vidéos et disent mais est-ce que je peux encore essayer cette année ou est-ce qu'il faut que j'attende l'année prochaine? Donc je répète, lorsque vous plantez, ici les plants racines nues c'est un peu plus délicat on va dire, mais en tout cas pour les plants qui sont en godet, donc dans des petits pots, que vous dérangez peu quand vous les dépotez et que vous les mettez en terre, vous pouvez commencer un potager du paresseux, je dirais, n'importe quand. Si le voisin me prêtait sa prairie et si l'envie me prenait là la semaine prochaine de planter des melons, des tomates, qu'est-ce que j'ai encore qui traîne là, des chicorées et quelques autres plants qui traînent, des haricots, je tondrai, je mets une épaisse couche de foin puisque donc évidemment dans ce gazon il y a des plantes qui vont essayer de traverser ce foin. Donc une épaisse couche, contrairement à ce que j'ai fait là, puisque j'ai arraché les adventices et donc il y a une couche d'adventices et une couche de foin dessus. Mais je mettrai une épaisse couche et je plante à travers. Je tombe sur un sol qui est exactement comme celui ici à mes pieds, mais ce n'est pas un problème. Avec mon transplantoir, je finis par faire un trou, j'enlève les adventices qui sont juste dans ce trou, et je plante dedans. J'ai fait ça année après année. Ici, l'an dernier, des cucurbitacées plantées début juillet dans ce qui était le gazon. C'est tout à fait une autre paire de manches pour les semis. Pour les semis, évidemment, couper un sillon là-dedans et puis ensuite semer des graines et les mélanger à la terre, ce serait extrêmement difficile si je n'ai pas d'abord détruit la couche de gazon qu'il y a. Et donc c'est là qu'on est dans le système de mise en place, quand c'est pour la première fois, d'une couche de foin en novembre. Comme ça, la croissance de la prairie est déjà stoppée, le sol est froid, donc il n'y a pas de minéralisation, pas de décomposition de ce foin. Il va peser, se tasser, étouffer, donc très exactement priver de lumière les plantes qui se trouvent en dessous. Et au printemps, je vais pouvoir sillonner avec la plupart des plantes qui étaient en place dans la prairie, qui seront mortes et en partie décomposées. Donc là, je pourrais faire des sillons, on va dire, propres, dans lesquels les légumes que je vais semer vont avoir le temps de se développer et ne vont pas être débordés tout de suite par les plantes en place. Hein, donc il faut distinguer, planter des plants essentiellement en pot, c'est là que c'est en godet, c'est là que c'est le plus facile.
Même si je tente aujourd'hui une plantation racine nue, pour les semis, c'est tout à fait une autre paire de manches, quoi. Donc là, vous attendez l'automne si vous commencez. Lorsque les terres sont déjà propres, comme c'est le cas chez moi ici, parce que ça fait plusieurs années, par exemple, ici en amont de la serre, où j'ai fait des semis la semaine passée et où je vais peut-être en faire encore aujourd'hui si ma forme continue. Là, moi, je peux le faire, mettre le foin en janvier, puisque c'est déjà relativement propre. Je n'ai pas un gazon à détruire. Il y aura juste quelques adventices qui se sont installés que je mate. Et donc, quand j'arrive maintenant 3-4 mois plus tard, hein, fin janvier, début février, fin mai, 3-4 mois se sont écoulés. Donc, c'est à peu près propre. Je peux tracer mes sillons et semer dedans. Donc, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair, et en tout cas pour tous ceux qui voudraient encore essayer là en voyant cette vidéo, un petit carré, 2 mètres carrés ou 5 ou 10 ou 15, allez-y, du foin, c'est la période de fenaison, donc vous pourrez peut-être trouver un peu de foin qui traîne, une épaisse couche de foin, parce que l'herbe là est en pleine forme, elle est en forme olympique, là ça pousse, donc il faut la mater. Vous aurez quelques plantes qui traverseront, des fois le plantain réussit à passer, des fois le trèfle réussit à passer, des fois des renoncules. Celles-là, vous les arrachez et vous plantez là-dedans. Ça devrait marcher. Il se peut qu'il y ait un manque d'eau, hein, donc il se peut, selon le climat dans lequel vous êtes, que vous soyez amené à arroser, parce que ce foin sec que vous mettrez dessus, il n'est pas imbibé comme le mien, et donc il va d'abord siphonner de l'eau dans le sol et assécher un peu votre sol. Si vous êtes dans un climat où il ne pleut plus énormément d'ici l'automne, évidemment l'eau va manquer à votre système vivant, et tout va se gripper. Donc là, il faut apporter de l'eau, et il n'y a pas de miracle possible. La couche ne va pas préserver la réserve eau du sol, va d'abord commencer par se servir et par siphonner. Voilà, j'espère que tout ça est clair, ou un peu plus clair que ça ne l'était. On n'est jamais assez clair. Mais donc, et que je vais réussir là durant l'été, puisque je reste là pendant toute la saison d'été, à reprendre un tout petit peu le rythme de ces chroniques. Il y a déjà 2-3 choses qui ont été filmées que j'éditerai. Ciao et à bientôt.